la fin de la vidéo, je te montre y'a quoi de nouveau cette île plate. Alors tu t'en vas pas à quelle? Alors, aujourd'hui, on va pas faire de vulga. Enfin, quoique. En fin de compte, tout est de la vulga si on apprend quelque chose. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, on va pas faire de vulga scientifique. Par contre, je vais vous raconter le déroulement de l'un des plus beaux chais de l'histoire. Welcome to West 57th. On va donc regarder une émission de 1985 de la 57e Ouest. Moi je trouve ça marrant. Les Américains ont tellement de petites télés locales que les noms de télé, c'est franchement le bordel. Bienvenue sur KBYU-TV, la chaîne télé des Mormons. Ouais, donc c'est vrai qu'en comparaison, West 57, c'est pas si chelou. Mais vous savez ce qui est chelou par contre? L'organisation de la loi aux États-Unis. Ouais, je sais, on dirait que je saute d'Yves Lecoq à Francis Lalanne, mais c'est pour le contexte. Donc, contexte. En France, quand une ville a une certaine influence sur les alentours, on parle du pays de la ville. Aujourd'hui, on dirait la communauté des communes. En Angleterre, cette zone, ça s'appelle un comté. Et en anglais, ça se dit shire. Et par exemple, le comté de York, c'est le Yorkshire. C'est là qu'on a inventé cette chose. Et donc, historiquement, il y a longtemps, un comté est régi par un seigneur féodal qui a donc une influence sur tout le pays. Et ce seigneur a à sa solde des gens qui font respecter son autorité. Alors, fun fact, truc qui a rien à voir, mais un soldat, c'est aussi quelqu'un qui touche une solde. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Mais bon, donc sans parler particulièrement de soldats, en France, cet agent du seigneur chargé de faire respecter l'ordre, c'est le bailli. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Et en Angleterre, il s'appelle le reeve. Et donc, la personne chargée de faire respecter la loi dans un comté, c'est le bailli du comté. Le shire reeve. Et à force de prononcer trop vite, avec le temps, ça devient sheriff. Donc, quand les Anglish colonisent l'Amérique, ils apportent avec eux le concept de shérif. Le shérif est un agent gouvernemental élu et responsable de la loi dans un comté. Sauf que à l'époque de la conquête de l'Ouest, niveau loi, c'est encore un peu le bordel. Et il n'y a pas de shérif partout. Donc l'État crée en 1789 le service des marshals. C'est aussi des mecs avec l'étoile à 6 branches. Il y en a un par État et qui ont des subordonnés qu'on appelle aussi des marshals adjoints. En termes de pouvoir, shérif et marshal, c'est à peu près la même chose. En gros, dites-vous que le shérif a un pouvoir local alors que les marshals, c'est la police à l'échelle du pays. Si tu finis devant un tribunal local, t'es escorté par un deputy du shérif. Et si t'as fait une tellement grosse connerie que tu finis devant un tribunal fédéral, t'es escorté par des marshals. Disons que le marshal, c'est une version un peu vénère du shérif. Voilà, donc la prochaine fois que vous entendrez ça dans un western... Marshal Strickland, je savais pas que vous étiez revenu en Si tu ne sais pas lire les écrits de Totanen, j'ai de quoi te mettre les points sur les i. vous saurez. Ça changera pas grand-chose, mais vous saurez. Ah, et juste pour le fun, parce qu'on commence à s'éloigner du sujet du jour, vous avez sûrement déjà entendu parler des chasseurs de primes. Mais si, vous savez, les affiches wanted avec une récompense, c'est un vrai truc. On met une prime sur la tête d'un fugitif et on la file à quiconque permet son arrestation. Ou le ramène directement aussi. Et ce système existe toujours et aujourd'hui aux États-Unis, il y a près de 15 000 chasseurs de primes licenciés et organisés en société privée. Donc aux States, si l'État met une prime sur ta gueule, t'as intérêt à être bien caché, sinon t'as une bande de gros malabars armés jusqu'aux dents qui peut débarquer à tout moment pour frotter le bitume avec ton visage. Bon, mais bref, ça c'est hors sujet. Revenons à notre émission de télé. C'est un reportage qui a été réalisé en parallèle d'une opération de l'USMS, donc l'United States Marshal Service, le service des marshals.
Le service des marshals est notamment chargé de la traque des fugitifs. Et dans les années 80, il a mis en place une série d'opérations coup de poing. C'était le boulot de la Fugitive Investigative Strike Team, la force de frappe d'investigation sur les fugitifs. La FIST. Point en anglais. Coup de poing, tout ça. Ah, l'armée et ses acronymes. Alors les mecs se sont demandé, qu'est-ce qu'un criminel ? Au-delà du fait que ce soit quelqu'un qui commette des crimes, j'entends. Eh bien, ils sont arrivés à 2 conclusions. Déjà, un criminel, c'est quelqu'un qui aime les gains faciles et rapides. Une personne honnête, pour s'acheter une télé chère, elle va bosser et économiser pendant 6 mois. Un criminel, il va juste braquer un magasin de télé. C'est plus facile et c'est plus rapide. Et deuxièmement, un criminel, c'est globalement con. Alors, vous pouvez invoquer tous les phénomènes sociologiques que vous voulez, hein. Expliquer que c'est pas leur faute, mais celle de la société qui leur a pas permis d'aller à l'école ou d'avoir une éducation. En définitive, le résultat est le même. Et puis, il n'y a qu'à regarder quelques vidéos de braquage pour voir qu'effectivement, beaucoup d'entre eux sont pas les truites les mieux oxygénées du ruisseau. Le criminel génial dans les films, c'est pas exactement la norme, hein. C'est d'ailleurs parce que c'est pas des génies qui se font pincer. Bref, les marshals partent du principe qu'un criminel, c'est quelqu'un qui a une faiblesse pour les gains faciles et qui baissera sa garde d'autant plus facilement qu'il est un peu con et qu'il a la perspective d'obtenir quelque chose vite et facilement. Le groupe FIST décide donc de mettre en place des arnaques, plus ou moins élaborées. Sur le site officiel des US Marshals, vous avez l'histoire du groupement ainsi que l'histoire de 3 de leurs opérations. Par exemple, il y a Mr. Zip, le facteur. Un marshal de Virginie s'est rendu compte que personne ne se méfie des facteurs, qui vont donc librement de maison en maison. Il s'est donc déguisé en facteur, avec un gilet pare-balles et un flingue planqué sur lui quand même, hein, faut pas déconner, mais avec un colis et un calepin dans les mains, et il sonnait à la dernière adresse connue des fugitifs en disant qu'il avait un colis pour eux. Si les mecs répondaient que c'était bien eux, le marshal remettait sa casquette en place, ce qui servait de signal à l'équipe d'intervention planquée juste à côté, et le fugitif était appréhendé. Alors bon, vous allez me dire, pourquoi faire autant de simagrées si déjà on avait leur adresse et qu'il suffisait de sonner à la porte et de coffrer les mecs s'ils répondaient au signalement. Ou même se la jouer FBI Open Up et bourriner à l'intérieur et coffrer tout ce qui bouge. Parce qu'on parle là de criminels dangereux et potentiellement sur le qui-vive. Les mecs savent qu'ils sont recherchés, donc le moindre truc suspect et ils risquent de dégainer une arme ou de partir en course-poursuite en bagnole et donc de mettre des gens en danger. Et puis, on n'est pas sûr qu'ils y soient toujours à cette dernière adresse connue. Imaginez, un flic sonne à la porte et une taupe dans le voisinage passe un coup de fil au fugitif pour lui dire que les flics sont passés chez lui. Donc, se déguiser et leur raconter de la merde, c'est une façon d'endormir leur vigilance pour pouvoir leur tomber dessus plus facilement. Et la perspective de ramasser le contenu d'un colis qu'ils n'ont même pas commandé a suffi à endormir leur vigilance. Et ouais, l'appât du gain facile et rapide. Vous voyez, c'est pas des flèches. Bref, agir sous couverture, c'est plus prudent et plus efficace. Autre exemple, l'opération Puño Airlines. À Miami, le FIST disposait de l'adresse de fugitifs, mais plutôt que de leur envoyer le facteur, ils ont envoyé des lettres. Pourquoi aller chez eux quand on peut carrément les faire venir eux-mêmes ? Les fugitifs ont donc reçu des lettres, disant qu'ils avaient gagné un week-end gratuit aux Bahamas et $350 à dépenser là-bas comme bon leur semble. Bon, franchement, si vous recevez ça demain au courrier, surtout sans avoir participé à aucun concours, vous vous direz illico que ça blaire l'arnaque, non ? Mais 14 d'entre eux ont répondu au courrier. Quelques jours plus tard, une limousine est venue les chercher chez eux et les a conduits directement en tôle. Enfin, tous, sauf un. Sur les 14, il y en a un seul, qui s'est pointé directement à l'aéroport de Miami, où avait été installé un faux comptoir Puño Airlines. Puño qui signifie point en espagnol. Ah oui, alors, vous connaissez les délires des conspis qui pensent que les puissants de ce monde, quand ils font des complots, laissent des traces un peu partout. Mais si, vous savez, par exemple, les attentats du 11 septembre qui ont lieu le 9-11, ce qui fait 911, le numéro des urgences. Ou encore quand les politiques ont imaginé un signe pour faire la tour Eiffel avec les mains et que les complots ont dit que c'était un signe Illuminati. Eh ben en fait, ils sont peut-être pas complètement tort. Enfin si, hein, ils ont tort, on sait que tout ça c'est pas des complots, mais
si un jour il y a un vrai complot, eh ben peut-être que les comploteurs foutront des petits signes cachés partout parce que le fist, vous allez voir qu'ils pouvaient pas s'en empêcher. Et pour la peine, les mecs contre qui ils complotaient, ils ont rien vu. Bref, le fist mènera ainsi 9 opérations d'hameçonnage, dirons-nous, de fugitifs entre 1981 et 86, toujours sur le principe de obtenez quelque chose facilement. En 1984, à New York, lors d'une opération de 2 mois, ils ont envoyé des milliers de lettres disant aux fugitifs de venir récupérer un colis de valeur au bureau de poste. 3300 ont mordu à l'hameçon. À Buffalo, ils ont envoyé des lettres leur signifiant qu'ils avaient gagné à la loterie. Loterie, je rappelle, à laquelle ils n'avaient jamais joué. Je vous rappelle qu'on parle de fugitifs, de gens qui se cachent, donc qui en théorie devraient être au moins un peu parano. Mais bon, l'appât du gain. À Hartford, ils ont ciblé de jeunes criminels en leur envoyant des places gratuites pour un concert. Mais il y a un autre article sur le site des US Marshals intitulé « Rien de tel qu'un déjeuner gratuit ». Et là, c'est un putain de coup de maître. Mais bon, l'article est un peu avare en détail, alors maintenant que vous avez tout le contexte qu'il faut, on va pouvoir se mater un reportage télé de 1985 sur la 57e Ouest. Parce que sur ce coup-là, tout a été filmé. Ah non, attendez, encore un détail. Le sport roi aux États-Unis, c'est le football. Enfin, c'est un genre de rugby chelou qu'ils appellent football, et le football, ils appellent ça le soccer. Et donc dans les années 80, il y a une équipe phare qui rafle tout, c'est les Washington Redskins. Not so fun fact, à la suite du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, ça a râlé à l'appropriation culturelle sur ce nom, et maintenant, l'équipe s'appelle les Washington Commanders. South Park y a dédié un épisode. Quoi qu'il en soit, dans les années 80, les Washington Redskins, c'est LA grosse équipe. Tout le nord-est des États-Unis est derrière eux, et les billets pour assister au match coûtent une fortune. Quand ils sont trouvables. Et donc, alors qu'un gros match arrive, les Redskins contre les Tigres de Cincinnati, on s'arrache les places pour le match. Et le Fist envoie des bons pour des places gratuites à l'adresse connue de 3000 fugitifs, en tablant sur le fait que nombre d'entre eux ne pourront pas résister à l'envie de voir un gros match à l'œil. Voilà. Maintenant, on est bon au niveau contexte. Il me reste plus qu'à vous dire que les journalistes étaient présents pour le coup de filet. Chopez le popcorn, et c'est parti. There are more fugitives on the streets of America than there are prisoners in her jails. As many as 500,000 fugitive felons, according to the U.S. Marshals Service, which is responsible for rounding them up. Until recently, the Marshals received little credit for the work they do. But when they began using stings to catch the cons, the news media perked up. Last December, headlines across the country heralded the Marshals' most successful scam to date. West 57th was allowed to observe that sting from the very beginning. We wanted to know just how effective these operations really are. Witness, then, the anatomy of a sting. Flagship International Sports Channel. Hold on. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que les mecs planquaient des indices partout? La Flagship International Sport Television, c'est une chaîne de télé fictive qui aurait organisé le concours. Et ses initiales, c'est FIST. Good afternoon, Mr. Cran. Yeah, Mr. Cran. This is Mr. Donaldson. I received a letter from you for a brunch on December 15th. Yes, sir. Did it say that you had won 2 complimentary tickets to the Redskins and Cincinnati Bengals game? Yes, sir. Well, very good. Congratulations. Thank you. What's your name? Anthony Donaldson. Dans le courrier que recevaient les fugitifs, il y avait le numéro d'un standard à appeler, et le standardiste y était appelé Monsieur Crane. À l'envers, ça fait NARC, l'abréviation du service des narcotrafics. Alors, on le voit pas dans le reportage, mais les lettres étaient signées Michael Detno. Et Detno à l'envers, ça fait Wanted. Et quand les mecs appelaient le standard, la musique d'attente, c'était I Fought the Law des Crickets. Les mecs sont couillus quand même. Et les fugitifs y ont vu que du feu. Donc pour moi, ça, c'est un message adressé aux conspis. Pas la peine de chercher des messages cachés dans d'hypothétiques complots. Parce que le jour où ça vous arrivera vraiment, vous verrez rien venir.
Flagship International Sports Television is really the U.S. Marshals Fugitive Investigative Strike Team, FIST. Over the past few weeks, it sent out letters to the last known addresses of fugitives in the D.C. area. The bait, free tickets to a football game. The catch, if they want the tickets, they must attend a promotional brunch at the convention center. Donc les mecs étaient invités à un brunch pendant lequel ils devaient se faire remettre les tickets pour le match. Ouais, parce que vous imaginez bien que si on leur file juste des billets par la poste, bah, ils vont se pointer dans l'immense foule venue assister au match. Donc déjà, 1, ils seront chauds à identifier, et 2, bah, c'est des gens considérés comme dangereux, donc déclencher une potentielle fusillade au milieu de la foule, c'est pas optimal. Donc, ils ont été invités à ce fameux brunch pour VIP. This man may have never won anything in his life, and here he's got a chance to win something and be an important person for at least one day. At 29, Toby Roach is the youngest chief deputy marshal in the country and the mastermind behind the sting. We tried to contact 3,000 fugitives here in the area, and we sent out to about 5,700 letters. There are 3,000 fugitives walking around Washington, D.C.? There are 3,000 outstanding warrants right now on individuals that haven't been brought before the court to be adjudicated on the charge. For serious offenses? Yes, some offenses ranging from larceny to homicide. Why are they out on the street if they have these warrants out for them? Well, they're hard to find. They know they're wanted, a lot of them, and you know, they're not just walking in the police station saying, "It's me, I give up." We're going to load you up on a bus and take you on down to the stadium and have a good day on us. And bring also some positive identification so that we know you're the winner. Is this entrapment, Toby, in any way? No, this is not entrapment. This is just a method of bringing in the criminals. This isn't like an operation where you're getting them to do a criminal act. Alors, fun fact, les lettres ont été envoyées à tellement de monde que ça s'est vu, et un avocat de la société de diffusion officielle des Redskins s'est pointé au bureau du FIST avec une lettre de mise en demeure leur disant d'arrêter leur concurrence déloyale. Bon, alors évidemment, ça a fini en « écrase, c'est une opération des agents fédéraux », et il faut croire que les Redskins l'ont pas trop mal pris parce qu'en 2016, la NFL, la National Football League, a même fait un documentaire là-dessus. We have to get them inside. Everybody has to be believable. We have to start thinking our roles. With less than 48 hours to go, 150 officers from the Marshals Service and Metro Police are briefed for the first time. Until now, the sting has been kept quiet to avoid leaks. Only the grand prize winners will be allowed to come this way, 25 at a time. 160 fugitives have called to say they're coming. The Marshals are on the verge of their biggest one-day net in history. Take care of him as quickly as possible. Get him on a bus. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand 160 fugitifs, dangereux et potentiellement armés, se pointent au même endroit? Si on essaye de tous les coffrer en même temps, c'est sûr que ça va mal se passer. Alors la stratégie mise en place a été de les inviter par petits groupes de 20 ou 25 dans une salle où ils devaient écouter un petit mot du président de la flagship et recevoir leur billet. Some of the people we got coming, we have 2 of the top 10 fugitives here in D.C. One's wanted for murder, another for armed robbery. So these people, even though it's going to be a carnival-like atmosphere, we have to take them seriously. Sunday, 5:30 a.m., Washington's Convention Center, the morning of the sting. We do not want any excessive force. Only the force necessary will be used in this operation, as always. Going over the PA system. What's going to go over there is, welcome to Flagship International. And now we have a special surprise. You're under arrest, put your hands on your head. So, on surprise, you're going. Remember, bandits are greedy. We're going to play on their greed. The hook is already in. Now we want to sink the hook. And remember one thing, we're cops and we have to smile today. We don't normally smile at bandits. Today we have to smile. We have to kill them with smiles. Alors, les mascottes, c'est des flics, hein. Gilets pare-balles et flingues bien planqués. Leur taf, à eux, c'était de déambuler et voir si les fugitifs deviennent méfiants. Et l'indiquer discrètement à la radio pour éviter que ça parte en couille. Mais, personne s'est méfié. Il y en avait même qui étaient en train de faire le pied de grue devant la porte 1 heure avant l'ouverture. He's a definite winner. He tried every door on this side. Unmarked units completely surround the center. Downstairs, under every black tie, is a bulletproof vest. And sprinkled throughout the building are armed undercover cops.
Alors, les hôtesses, évidemment, eh ben, c'est des flics, hein. Mais en plus, elles étaient chargées d'être enrobantes avec les gagnants. Vous savez, le câlin pour la photo, les accolades, tout ça. Et en fait, bah, c'était pour faire des fouilles au corps discrètement et vérifier s'il y avait des mecs armés. James Swanson, alias Big Man. Convicted of assault with intent to kill, he's wanted for parole violation. Swanson's arrival is relayed upstairs, where the stage is set and the sting monitored from an overhead command post. Confirmed felon. Confirmed felon. Donc, les mecs viennent de leur plein gré et donnent leur identité de leur plein gré. Et les flics ont juste à vérifier s'ils sont bien recherchés. Du génie. You have a double winner, and it's a top 10. Be advised. Congratulations, Mr. Watkins. Double winner, the Marshal's code for armed and dangerous. Charles Watkins is an escapee wanted for murder. His arrest will later be heralded as one of the Marshal's best catches, along with the arrest of Lloyd Golden, the other top 10 fugitive. Mr. Golden, he's wearing jeans, he's got a long tan overcoat on, he's a top 10. They want to isolate him, get him in the back. Ah ouais, alors, un détail aussi. Les flics employés pour l'opération venaient pas de Washington. Les organisateurs avaient peur que les flics locaux puissent être reconnus par les fugitifs, puisque c'est des gens qui avaient déjà eu affaire à la loi pour la plupart. Et donc ces flics, ils les avaient croisés chez les flics, au tribunal ou encore en tôle. Donc il valait mieux des étrangers. You're lucky today? Yes, I do. Today's your lucky day. You don't even know it, do you? One by one, the winners and their guests are led into a waiting room. All winners only. Only the winners, only the fugitives will be sent upstairs in groups of 25. I'll see you in the Super Bowl. Hawaii, 4 tickets, bingo, front row. 4 more groups will follow before the morning is over. Vous le sentez venir? Le chai magistral. We'd like to welcome you to the Flagship International Sports Television Inaugural Celebration. Congratulations on all your winners. Waiting in the wings, SWAT teams listen for their cue. Now, on behalf of Flagship International, we really have a big surprise for you. Everybody's under arrest. Don't go for the hands on your head. Command all units, trap has been sprung. If you wanted to get me, you could have came to my house, man, and they know where I live at. And my parole officer knows where I live at and everything. I had to go through all these changes, man. You didn't have to wait the government's money for that. That's totally ridiculous. Cop always likes to con a con. It's very frustrating chasing him, but this way, we get him where we want him, when we want him. I love it. Yeah. Everybody else here loves it too. That's not me. This is Charles Watkins, believed to be a DC top 10, a murderer. Do you know my name is Charles Watkins? He's my son, and I'm on this bus. I'm 50 years old. My son is 20. I'm Charles Watkins Sr. Included in the arrest of these 100 fugitives, U.S. Marshals Director Stanley Morris. were 2 wanted on the top 10 list of the D.C. Metropolitan Police Department, both wanted for homicide. I believe this is perhaps the largest single sting, one-shot operation of its kind. Bon, là ça devient intéressant, parce qu'en général, ce qu'on lit sur Internet sur cette affaire, c'est qu'elle est légendaire. Et je sais pas pour vous, mais effectivement, bon, je trouve que elle l'est quand même un peu. Hein. Mais les auteurs de ce reportage tempèrent un peu ce succès, et un peu de nuance ne fait jamais de mal. You told me marshals had apprehended 2 of the top 10 fugitives in Washington, D.C. What happened to those? We were wrong. Both cases? Yeah. Both cases. Lloyd Golden had never been a top 10 fugitive, although he was wanted for the sale of narcotics. Charles Watkins Sr. was later released, along with 10 others who'd been falsely identified. Among the arrested, there was 1 attempted murderer, 3 escapees, and 7 robbers. Bon, relâcher une dizaine de personnes sur 160, c'est pas si mal non plus. Hein. But 55 were wanted only on misdemeanors, including 6 traffic offenders. Bon, là par contre,
ça tempère un peu le truc quand même. On a un tiers des mecs chopés qui étaient recherchés pour des délits mineurs. Bon, ils les ont chopés quand même, hein, mais bon. Do you think that the sting operation in D.C. was a success or a failure? Oh, I think it was a success. I mean, it did a number of things. I mean, it arrested nearly 100 people at a fairly inexpensive way without any injury, and those people, if we hadn't run it, would still be out on the street. Bon, alors là, par contre, il a raison. Ils ont dépensé 22 100 $ pour l'opération. Ce qui n'est pas si énorme quand on pense aux moyens mis en œuvre. Et en arrêtant une centaine de fugitifs, ça leur a coûté 218 $ par arrestation. Alors qu'habituellement, courir après un fugitif coûtait en moyenne 6 fois plus. Donc, foutre un costume de poulet à un flic, c'est une bonne manière de dépenser l'argent public. Mais le vrai point noir, il est là. The marshals spent $22,000 to nab 94 fugitives. That would have been cost-effective. But just 3 weeks after Operation Flagship, only 22 of those arrested were still behind bars. In the past 4 years, fist operations have netted some 10,000 cons, only to see half of them released within a week. Still, the marshals say they'll continue running stings, because it's not their fault the dragnet is full of holes. How effective can stings be if you catch the fugitive and 1 week, 2 weeks, 3 weeks later, they're gone again, they're back on the streets? Well, first of all, they're not all on the streets. Many of them do. Majority are. That's not just stings. What we're really talking about here is there something wrong with a system of justice which, being charged and convicted, does not result in any incarceration? The prisons and jails are overloaded, and that's the reality. And it's not just the reality in the District of Columbia, it's the reality in New York and in Houston and Los Angeles and Chicago. The fact that 25% get out, or the fact that 50% get back out, doesn't mean that they're good people. Doesn't mean they ought to be back out on the streets. It means that's what happens. Voilà. Donc la prochaine fois que vous trouverez le système judiciaire défaillant, rappelez-vous que ça date pas d'hier. What happens in a sting is the Marshal Service gets a lot of praise. Its overworked employees get a morale boost. The public feels justice is finally being served. And yet the number of fugitives continues to grow. That day in December, the Redskins won their game, but went on to lose the season. The same might be said of the Marshals. Voilà. L'opération a participé à booster l'image des US Marshals et 2 des participants à l'opération, le mec qui jouait le maître de cérémonie et l'une des hôtesses, sont ensuite devenus directeurs du service. L'opération a eu un résultat mitigé parce qu'un paquet de fugitifs ont été relâchés dans la nature, mais bon, ça c'est pas la faute des Marshals. Et elle est tout de même considérée comme l'une des opérations les plus légendaires du service. En plus de permettre de choper 100 truands d'un coup, elle a permis d'éviter les risques habituels de ce genre d'opération. Alors, je l'ai dit, il y a un documentaire de la NFL de 2016 dédié à l'opération, et elle a inspiré une scène du film de 89, Mélodie pour un meurtre, avec Al Pacino. Alors par contre, je vais vous montrer ni l'un ni l'autre, vous irez voir et vous chercherez, j'en ai un peu marre de me faire claim pour de simples citations. En attendant, si vous êtes des gens honnêtes, méfiez-vous des promesses un peu trop belles qu'on peut vous faire, ça cache souvent une arnaque. Et malheureusement, ce genre de choses n'arrive qu'aux gens honnêtes. Les truands, eux, ils connaissent les ficelles. Alors ils sont suffisamment malins pour ne pas se faire prendre quand on leur offre un truc incroyable. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek. Et à la revoyure. Bonjour, personne, c'est Seppel, et aujourd'hui je vais vous faire une réclame pour Tisplat. Tisplat, je suis sûr que tu connais, mais je vais te dire quand même, c'est tes tableaux en métal que pour les accrocher au mur, t'as pas besoin de faire tes trous. Comme ça, même si t'es tellement nul que tu sais pas tenir un marteau, tu peux avoir tes Tisplat.
Tout qu'est-ce qu'il faut faire, c'est utiliser leur feuille spéciale, que c'est une feuille qui laisse pas des traces sur le mur quand tu la colles, et une fois que ton mur il est protégé avec la feuille, tu colles l'aimant et que ça fait un fisting super fort qui se décolle jamais. Mais tu le colles sur la feuille, Gaël, pas sur le mur, sinon ça sert à rien d'avoir mis la feuille. Et après tu poses le tif-plat dessus et hop la brusque l'or. Mais ce fait, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, c'est bleu, moi je connais tif-plat parce que c'était ça vu les réclames. Oui, mais qu'est-ce que tu connais pas, c'est qu'est-ce qui est nouveau. C'est tif-plat, cet été ça dit qu'ils ont plein de collections qu'elles s'en souhaitent. Mais peut-être que ton soleil n'a pas envie d'avoir des Warhammer ou du Star Wars sur le mur du salon. Alors maintenant, si tu veux, tu peux faire tes tif-plats avec tes propres photos de toi que t'as faites. Horton, t'as pas le droit de prendre n'importe quoi de photos que tu aimes sur internet et te faire un tif-plat avec elles. Mais les photos ou les dessins de toi que tu as fait, tu as le droit. L'œil, j'ai dit ça à Astronogeek, alors il a commenté tes tif-plats avec tes photos qu'elles sont à lui. Ça, c'est des sucriers. C'est des oiseaux que dès qu'ils voient du sucre, ils deviennent complètement hystériques. Et ils sont tellement effrontés qu'ils peuvent venir te voler dans ton assiette alors que t'es en train de manger. Ça, c'est une photo de Laika que Astronogeek il a fait comme s'il faisait le portrait d'un quelqu'un. Et celle-là, c'est pareil, sauf que ça, c'est Taz. Et ça, c'est la pente de Toomkopf, de Fils Poplar, de Furzlaker, de copain de Astronogeek. Quand tu choisis les photos que tu veux faire en tif-plat, tu fais attention que l'image elle est assez grande qu'elle, sinon on verra les pixels et ça va être moche. Les tif-plats c'est des photos que c'est imprimé directement sur le métal qu'elle, alors peut-être que tu vas me dire que c'est de la merde. Mais l'œil, ça c'est des photos que Astronogeek il a fait avec son appareil photo normal avant qu'il achète l'appareil photo de l'espace qui coûte beaucoup trop cher. Donc quand ta photo elle est belle, on voit que le tif-plat c'est bien fait quand même. Dans l'œil de Taz, on voit même le parapluie que Astronogeek il avait mis le flash derrière et l'appareil photo qui est juste à côté. Et comme ça, si ton soleil veut pas des trucs de geek sur le mur du salon, tu peux lui dire on va mettre une photo de la famille ou du chien à la place. T'es fistornette, qu'elle. Et tu sais c'est encore quoi le plus mieux? C'est bientôt le Sforzo Frito. Sauf que tif-plat, eux, ils font le Sforzo Frito pendant tout novembre. Donc si tu veux acheter tes tif-plats, il suffit que tu vas sur le lien qui est en description ou que tu utilises le code Astronogeek et tu pourras avoir tout plein de réductions différentes. Et plus que tu achètes tes tif-plats, plus que tu as tes réductions. Moi, je vais en acheter un avec une photo de moi pour ma Oma. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Tchuss.